Voyons maintenant les différents niveaux de développement ordinaire de la conscience d'un individu aujourd'hui, donc l'intérieur individuel du cadran supérieur gauche uniquement, selon les différentes lignes de développement, cognitive, morale, émotionnelle, perspective, identitaire, conscience et vision. Le nouveau-né est au stade archaïque fusionnel. Le cognitif est sous forme sensorielle, la morale est absente, l'émotionnel est fusionnel, la perspective est égocentrique, l'identité est physiocentrique, la conscience est autistique, et la vision est archaïque. Le moi du bébé et l'environnement matériel, et surtout la mère, sont dans un état de non-différenciation primitive, ou d'indissociation. Cette indissociation archaïque finira par céder la place à un moi physique différencié de l'environnement physique. C'est la vraie naissance du moi physique individuel. La conscience s'installe dans le corps physique. La période sensorimotrice vise principalement à différencier le moi physique de l'environnement physique. Elle se traduit par la capacité du bébé à comprendre que les objets physiques existent indépendamment de lui ou elle, que le monde physique existe indépendamment de ses désirs égocentriques à son sujet. Si, en raison de facteurs physiologiques et génétiques, ou de traumatismes répétés, la conscience ne parvient pas à s'installer dans le moi physique, il en résulte un état symbiotique, sous la forme d'une psychose, d'une schizophrénie, ou de désordres affectifs graves. Un mécanisme de défense typique du point charnière 1 est une identification projective, où le moi et l'autre sont largement indifférenciés. Au stade du moi physique, la ligne cognitive est sensorimotrice, la ligne morale est prémorale, la ligne émotionnelle est fusionnelle, la ligne perspective est égocentrique, la ligne identitaire est physiocentrique, la ligne conscience est symbiotique, et la vision est archaïque. En cas de pathologie à ce point charnière 1, la thérapie adaptée est structurelle. Si tout se passe relativement bien, le bébé transcende donc l'état précoce de fusion archaïque, et émerge ou éclot dans un moi physique ancré. Mais, si le corps physique du bébé est maintenant séparé de l'environnement, son corps émotionnel ne l'est pas. Le moi émotionnel du bébé se situe toujours dans un état d'indissociation, symbiotique, par rapport aux autres objets émotionnels, en particulier celui des soins maternels. Ensuite, le bébé apprend à différencier ses sentiments de ceux des autres. C'est la deuxième grande différenciation. Sa propre biosphère se différencie de celle des personnes qui l'entourent. Phase de différenciation et d'intégration d'un moi émotionnel stable dans la biosphère. Il prend conscience qu'il est une personne à part entière. C'est une étape clé, où il apprend à être à la fois indépendant, et relié aux autres. C'est la naissance psychologique du bébé. Un échec du développement au niveau de ce moment charnière critique, entraîne des pathologies narcissiques ou borderline, dit aussi limite. On reste fusionné ou indissocié avec la biosphère. Si le moi reste fusionné, nous avons les troubles de la personnalité narcissique. Ou alors le processus de différenciation commence, mais il n'est pas résolu, et il y a indissociation, trouble limite. Dans les syndromes narcissiques ou limites, le moi n'a pas de frontières réalistes. L'individu n'a pas le sentiment de moi unifié et cohérent. Soit que le moi traite le monde comme une extension de lui-même, narcissisme. Soit qu'il est constamment envahi et torturé par le monde, limite. Ce niveau de pathologie est appelé limite parce qu'il est à la limite entre la psychose et la névrose. Les mécanismes de défense typiques du point charnière 2 incluent la fusion du moi et des représentations d'objets dans le narcissisme. Le clivage des objets en tout bon et tout mauvais dans les états limites. Si tout s'est relativement bien passé, le jeune enfant a un moi physique et un moi émotionnel stable et cohérent. Il a différencié et intégré, transcendé et préservé sa propre physiosphère et sa biosphère. À ce moment-là, le langage a commencé à émerger, et le développement dans la noosphère commence sérieusement. La première couche majeure de la noosphère est magique. Pendant cette période,
Les images et les symboles émergeant nouvellement ne représentent pas seulement des objets. Ils sont pensés comme faisant concrètement partie des choses qu'ils représentent, adhérence. Dans le déplacement, deux objets différents sont mis sur le même plan ou reliés, parce qu'ils partagent des parties ou des caractéristiques similaires, avec une relation de similitude. Si une personne asiatique est mauvaise, tous les asiatiques doivent être mauvais. Dans la condensation, des objets différents sont reliés, parce qu'ils existent dans le même espace, avec une relation de contiguïté. Une mèche de cheveux d'un grand guerrier contient sous une forme condensée la puissance du guerrier. Ce sont des caractéristiques de la cognition magique, qui est donc constituée de tout et de parties fusionnées et confondues, et non de tout et de parties mutuellement reliées. Le soleil et la lune suivent l'enfant, et, s'ils marchent, cela suffit pour les faire avancer. Les nuages se déplacent parce qu'ils le suivent, ils veulent le voir. Il pleut parce que le ciel veut le laver. Il tonne parce que le ciel est fâché contre lui personnellement. Les choses le remarquent et lui obéissent, comme le vent, les nuages, la nuit, etc. Le monde est rempli de tendances et d'intentions qui sont centrées sur les siennes. L'enfant dote les choses de conscience et de vie orientées uniquement vers lui. Dans cet ordre magique animiste, d'un côté l'enfant donne des ordres aux choses, le soleil et la lune, les nuages, et le ciel, le suivent. D'un autre côté, ces choses acquiescent à ses désirs, parce qu'elles le souhaitent elles-mêmes. Les choses qui l'entourent prêtent attention à lui, et sont faites pour lui. C'est une forme à la fois d'anthropocentrisme et d'égocentrisme. Au stade archaïque magique, la vérité est donc confondue avec le désir. À chaque désir correspond immédiatement une image, ou une illusion, qui transforme ce désir en réalité, grâce à une sorte de pseudo-hallucination ou de jeu. Aucune observation ou raisonnement objectif n'est possible. Il y a seulement un jeu perpétuel, qui transforme les perceptions, et crée des situations, en accord avec le plaisir du sujet. C'est la croyance que tout désir, quel qu'il soit, peut influencer les objets. En grandissant, les enfants découvrent que le soleil suit tout le monde. Les premiers pourquoi surgissent, et symbolisent en quelque sorte la première prise de conscience de la résistance du monde extérieur. Alors que nous passons du stade préopératoire précoce magique animiste, au stade préopératoire tardif magique mythique, des types d'adhérence continuent de dominer la conscience. Mais une différence cruciale apparaît. La magie proprement dite, la croyance que le sujet peut modifier l'objet par magie, diminue rapidement. L'interaction constante avec le monde, amène finalement le sujet à réaliser que ses pensées à lui, ou à elle, ne contrôlent pas, ne créent pas, ou ne gouvernent pas le monde de manière égocentrique. Les liens cachés ne résistent pas à l'épreuve de la réalité. La magie proprement dite diminue donc, ou plutôt la magie toute puissante du sujet individuel, une magie qui ne marche plus, est simplement transférée à d'autres sujets. Je ne peux peut-être pas commander le monde autour de moi, mais Papa, Dieu, ou l'esprit du volcan le peut. C'est ainsi qu'entre en scène une centaine de dieux et de déesses, tous capables de faire ce que je ne peux plus faire, modifier miraculeusement les schémas de la nature, afin de répondre à mes désirs. Alors que, dans les précédents stades magiques proprement dits, le secret de l'univers était d'apprendre le type adapté de magie des mots qui allait directement modifier le monde, la priorité consiste maintenant à apprendre les bons rituels, et les bonnes prières, qui amèneront les dieux et les déesses à intervenir et à modifier le monde pour moi. Les miracles font partie de la conception du monde de l'enfant, puisque la loi à ce stade est une chose morale assortie de la possibilité de nombreuses exceptions. Au stade du moi émotionnel, la ligne cognitive passe donc du préopératoire magique animiste au préopératoire magique mythique. La ligne morale est préconventionnelle. La ligne émotionnelle est différenciée. La ligne perspective est égocentrique. La ligne identitaire est biosphérique. La ligne conscience intègre le corps et les émotions. La vision est magique. La thérapie à ce stade est structurelle. D'abord des images, puis des symboles, le premier symbole généralisé étant probablement le mot, non, enfin des concepts, le tout infiniment soutenu par l'émergence du langage. Non,
est la première forme de transcendance spécifiquement mentale. Les images amorcent cette transcendance mentale, mais les images sont liées à leur référence sensorielle. Avec le « non », je peux pour la première fois refuser de suivre mes pulsions corporelles, ou vos désirs. Un moi mental et linguistique commence à se développer, permettant à l'enfant d'exercer une certaine volonté consciente. Il acquiert ainsi un contrôle sur ses réactions spontanées, et prend conscience de l'influence des autres sur lui. C'est seulement avec le langage que l'enfant peut différencier son esprit et son corps, différencier sa volonté mentale et ses pulsions corporelles, puis commencer à intégrer son esprit et son corps. C'est la troisième grande différenciation. Mais, non, peut aller trop loin, et c'est là que se trouvent toutes les horreurs de la noosphère. Car, si c'est bien avec le langage que l'enfant peut différencier le corps et l'esprit, différencier la noosphère et la biosphère, cette différenciation, comme toujours, peut aller trop loin et entraîner une dissociation. L'esprit ne se contente pas de transcender et d'inclure le corps, il réprime le corps, réprime sa sensualité, réprime sa sexualité, réprime ses riches racines dans la biosphère. Le résultat de ce « non » extrême produit individuellement une névrose, et collectivement une crise écologique. C'est un refus d'inclure dans l'individu composé, un aspect quelconque de la vie organique, de la vie émotionnelle et sexuelle, de la vie reproductive, de la vie sensuelle, la vie libidinale, de la vie biosphérique. Un des mécanismes de défense au point charnière 3 est la formation réactionnelle. Par exemple, rejeter sa mère alors qu'on veut être proche d'elle. Mais le refoulement proprement dit est typique des mécanismes de défense du point charnière 3. Les haullons réprimés reviennent sous des formes déguisées, connues sous le nom de symptômes névrotiques, tels que l'anxiété, la dépression, et les obsessions. Les symptômes névrotiques disparaissent ou sont guéris, seulement lorsque la conscience relâche sa répression, renoue et se lie d'amitié avec la biosphère qui existe dans son propre être, puis intègre cette biosphère à la noosphère nouvellement émergente en elle-même. C'est ce qu'on appelle révéler l'ombre, et l'ombre est la biosphère. Notre crise écologique mondiale actuelle est, au sens le plus strict du terme, une névrose collective mondiale, et elle est sur le point d'entraîner une dépression nerveuse mondiale. Le moi peut maintenant penser au passé et planifier pour l'avenir, il est temporel et historique. Il peut commencer à contrôler ses fonctions corporelles. Il peut commencer à imaginer mentalement des choses qui ne sont pas concrètement présentes à ses sens. Étant donné qu'il peut anticiper l'avenir, il peut s'inquiéter et souffrir d'anxiété. Parce qu'il peut penser au passé, il peut ressentir du remords, de la culpabilité, et des regrets. Au stade du moi mental, la ligne cognitive est préopératoire mentale représentationnelle. La ligne morale est préconventionnelle. La ligne émotionnelle désire l'approbation. La ligne perspective est égocentrique. La ligne identitaire est noosphérique. La ligne conscience intègre l'esprit. La vision est magique. Les thérapies à ce stade sont psychodynamiques, humanistes et expérientielles, cognitives et comportementales. Le moi évolue d'une identité physiocentrique, lors du premier moment charnière, à une identité biocentrique au deuxième, puis vers une identité noosphérique précoce au troisième. Durant ces trois étapes, la pensée reste préopératoire, marquée par un égocentrisme et un anthropocentrisme. Progressivement, l'esprit peut commencer à entrer dans le monde des autres esprits. Mais pour cela, il doit apprendre à adopter le rôle de l'autre, une tâche émergente et complexe. Cette transition devient possible avec l'émergence de la pensée opératoire concrète, qui permet l'usage des règles. Les règles, comme celle de la multiplication des éléments, de l'inclusion dans une classe, ou de la hiérarchisation, permettent de mieux comprendre les relations complexes entre les tout et les parties. L'identité devient alors sociocentrique. Elle se centre sur les rôles et s'ancre dans les règles, mythes et dogmes, d'une société donnée. L'individu est ainsi amené à jouer les rôles et suivre les règles propres à une société particulière et isolée. L'appartenance mythique devient ethnocentrique, la famille par exemple, puis sociocentrique, un groupe plus étendu. La grande transformation du quatrième moment charnière est la capacité à adopter le rôle de l'autre. Non seulement reconnaître que chacun a une perspective différente, mais aussi être capable de la reconstruire mentalement, de véritablement se mettre à sa place.
C'est la quatrième grande différenciation et intégration du développement du moi. Au départ, l'enfant est indissocié de son rôle. Puis cet inévitable et initialement nécessaire ancrage sociocentrique, conduit à ce qui est appelé parfois les stades conventionnels de la morale, les besoins d'appartenance, ou le mode conformiste. C'est pourquoi la pathologie à ce stade est généralement connue sous le nom de pathologie du scénario. On n'a pas de difficulté avec la physiosphère, psychose, ni avec la biosphère, borderline et névrose. On est plutôt coincé dans les rôles précoces et les scénarios attribués par ses parents, sa société, son groupe de pairs. Des scénarios qui ne sont pas vérifiés. Certains de ces scénarios sont dépassés, erronés, déformés, cruels, ou mal adaptés. Ce sont les pathologies du scénario. Je suis un vaurien. Je suis pourri. Je ne fais jamais rien comme il faut. La thérapie implique de déterrer ces scénarios, et d'exposer ces mythes à la lumière d'une raison plus mûre, et d'informations plus justes, donc de réécrire le scénario, remplacer des cartes cognitives fausses et déformantes, par des jugements plus raisonnables. C'est, par exemple, l'approche principale de la thérapie cognitive, la thérapie interpersonnelle, la thérapie familiale, l'analyse transactionnelle, et la thérapie narrative. Le mécanisme de défense au point charnière 4 est le déplacement. Par exemple, être en colère contre son enseignant, et frapper son jouet au lieu de l'enseignant. Au stade des scénarios de la vie, la ligne cognitive est opératoire concrète. La ligne morale est conventionnelle. La ligne émotionnelle intègre la honte et la peur. La ligne perspective est ethnocentrique. La ligne identitaire est noosphérique. La ligne conscience intègre les rôles dans la société. La ligne vision est mythique. C'est seulement au passage du stade opératoire concret, vers le stade opératoire formel, qu'une transformation d'une identité fondée sur le rôle, en une identité fondée sur l'ego, au sens du moi totalement séparé et individualisé, émerge. Un sens de soi-même rationnel et individualisé, différencié du monde extérieur, de ses rôles sociaux, et de sa nature interne. Alors que l'opératoire concret utilise les règles de la pensée, pour transcender et agir sur le monde concret, l'opératoire formel utilise une nouvelle intériorité, pour transcender et agir sur les règles de la pensée elle-même. C'est une nouvelle différenciation, permettant une nouvelle intégration, et une identité plus profonde et plus vaste. Avec l'avènement du stade opératoire formel, les règles et les normes de toute société donnée, peuvent elles-mêmes être questionnées, et jugées à partir de principes plus universels. Des déclarations plus universelles, des principes de justice, de miséricorde et de compassion, de réciprocité et d'égalité, fondés sur le respect mutuel des individus, avec également des préceptes de la conscience fondés sur les droits, en tant que tout autonome, et les responsabilités, en tant que partie d'un tout plus vaste. Agence et communion, droits et responsabilités, apparaissent. À mesure que la rationalité égoïque mature commence à émerger, l'ethnocentrisme et le sociocentrisme cèdent la place au mondocentrisme. C'est-à-dire une capacité à prendre ses distances par rapport à son propre ancrage égocentrique, ethnocentrique, sociocentrique, et à considérer ce qui serait juste pour tous les peuples, et pas seulement pour le sien. La conscience opératoire formelle est écologique, relationnelle, et non anthropocentrique. C'est la première structure qui est très réflexive et très introspective. Elle est expérimentale, ou hypothético-déductive, et s'appuie sur des preuves pour régler ses problèmes. Elle est universelle, comme le pluralisme ou le perspectivisme. Elle est propositionnelle. Elle peut comprendre les énoncés. Le développement moral passe d'une orientation préconventionnelle, marquée par un égocentrisme fort, un centrage sur soi, sur son propre corps et sur les impulsions naturelles, à travers les 3 premiers moments charnières, vers une orientation conventionnelle au 4e moment charnière, sociocentrique ou ethnocentrique, qui s'ancre dans les valeurs de la société, de la culture, de la tribu, ou de la race d'appartenance. Puis, ce développement évolue vers une orientation post-conventionnelle, ou mondocentrique, au moment charnière 5, où l'individu agit selon un principe de pluralisme universel, et une compréhension globale, transcendant ainsi les limites des cadres sociétaux restreints.
L'individu à ce stade ne peut plus s'appuyer sur les rôles attribués par la société pour se forger une identité. Il est donc renvoyé à ses propres ressources intérieures. Qui suis-je devient pour la première fois une question brûlante, et les besoins d'estime de soi émergent, en dépassant les besoins d'appartenance, ou un moi consciencieux émerge, en dépassant un mode conformiste. Il s'agit de trouver un moi qui peut ou non cadrer avec la société. La pathologie est la crise d'identité. Toutes les positions morales sont équivalentes, sauf cette dernière position morale qui vient d'être exprimée, naturellement, qui est supérieure dans un monde où rien n'est censé être supérieur du tout. C'est une position d'élite qui nie son propre élitisme. C'est un mensonge au sujet de la véritable identité. Le système du moi est faux. Et ça, c'est une crise d'identité. Au stade de l'ego mature, la ligne cognitive est opératoire formelle. La ligne morale est post-conventionnelle. La ligne émotionnelle intègre l'anxiété et la culpabilité. La ligne perspective est mondocentrique. La ligne identitaire est noosphérique. La ligne conscience intègre le moi. La vision du monde est rationnelle. La thérapie à ce stade est introspective. Lorsque la conscience préopératoire est dominante, le monde apparaît comme magique. Avec la conscience opératoire concrète, le monde prend une dimension mythique. Lorsque la conscience opératoire formelle émerge, le monde devient rationnel et scientifique. Lors de la transition de la magie au mythe, les structures préopératoires, comme la capacité à former des images, des symboles, et des concepts, sont conservés et intégrés par l'esprit opératoire concret, comme des sous-composantes nécessaires. Cependant, la vision magique du monde disparaît ou est abandonnée, et est remplacée par la vision mythique. De même, lorsque la conscience opératoire formelle émerge, elle inclut les structures cognitives du stade opératoire concret, comme la capacité à établir des règles et à endosser des rôles, tout en intégrant celles du stade préopératoire. Cependant, la vision mythique du monde est activement niée et remplacée par la vision rationnelle. Chaque enfant doit toujours composer avec la vision du monde archaïque, qu'il doit ensuite déconstruire grâce à la vision du monde magique, celle-ci étant plus tard déconstruite par la vision mythique, elle-même déconstruite enfin par la vision rationnelle. Chacune de ces transformations représente une série de morts et renaissances douloureuses, et l'individu ordinaire tente de mettre fin à la douleur, en arrêtant la transformation. Le centre de gravité de l'âme du monde s'est déplacé en direction des modes rationnels du pluralisme universel. Donc, le mode le plus précoce permettant à un individu d'interrompre la transformation, et d'arrêter la douleur sans censure sociale, se situe quelque part autour du mythique rationnel. C'est-à-dire que, même si l'on s'accroche au mythe, il doit être étayé par des rationalisations, car partout la rationalité empiète sur celui-ci. De fait, la majorité des individus dans les sociétés rationnelles, s'installe encore quelque part autour du mythique rationnel, utilisant tous les pouvoirs formidables de la rationalité, pour renforcer une mythologie impérialiste particulière clivante, et un programme agressivement fondamentaliste d'intolérance systématique. Ainsi, ils sont constamment en guerre contre la magie, contre les autres mythes, et contre la raison, les considérant tous simplement comme l'œuvre du diable.